Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler d'un des outils que l'on utilise couramment dans les réseaux électriques. Cet outil s'appelle la représentation de Fresnel. Alors la représentation de Fresnel, c'est quelque chose que vous allez utiliser principalement sur les réseaux alternatifs, monophasés et triphasés, voire éventuellement sur certains réseaux n-phasés. Et ça va vous permettre d'avoir des informations sur le fonctionnement de votre réseau. Savoir si entre autres votre système peut être équilibré ou le système peut être déséquilibré, avec toutes les conséquences que ça peut avoir effectivement sur un système déséquilibré. Donc, première question, c'est qu'est-ce qu'un diagramme de Fresnel? Alors, le diagramme de Fresnel, c'est une représentation graphique des différentes grandeurs sinusoïdales que vous allez avoir dans votre réseau électrique. Alors, en général, vous avez effectivement des fonctions sinusoïdales pour le courant et la tension. Et ce que l'on fait avec la représentation dite de Fresnel, c'est qu'on va associer à cette grandeur sinusoïdale ce que l'on nomme un vecteur tournant, qui va donc tourner, donc qui va être en rotation, un peu comme les aiguilles d'une montre. Et la projection de ce vecteur sur les axes va donner accès à une certaine grandeur. Alors, si cette représentation est une représentation graphique, c'est ce que je vous disais, c'est ce que l'on nomme officiellement la représentation de Fresnel. Donc le vecteur de Fresnel associé à un signal sinusoïdal est un vecteur qui va donc, comme je vous disais, tourner avec une vitesse angulaire égale à la pulsation du signal que vous avez à l'origine dans votre système. La norme de ce vecteur est égale à l'amplitude de votre signal et l'angle polaire à tout instant est égal à la phase instantanée de votre signal. La valeur algébrique de ce signal est donnée par la projection du vecteur tournant sur l'axe vertical. Voilà. Donc c'est ce que vous avez sur les deux graphiques qui vous sont représentés ici. Donc on a la représentation d'une flèche sur la partie extérieure avec ωt, donc qui va vous indiquer l'orientation de votre vecteur tournant et la pulsation à laquelle va tourner votre vecteur. Ensuite, ce vecteur, il est représenté, comme vous l'avez sur les graphiques, donc par les différentes flèches. Et donc cette flèche va donc être en rotation autour du point 0 de votre axe. Son amplitude va varier en fonction de la grandeur et son angle par rapport à l'origine, effectivement, va aussi varier. Donc là, ça c'est votre phase instantanée, mais par contre, effectivement, votre pulsation, elle, va être constante, c'est-à-dire qu'il va, pour faire les 2 pi de rotation que vous avez dans votre système, il va mettre effectivement un certain temps, oméga égale 2 pi sur t. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, juste un petit rappel sur 2-3 petites informations. Dans le domaine de l'électricité, vous connaissez la terminologie, ou vous allez utiliser très souvent la terminologie de l'impédance. Donc une impédance, c'est quelque chose qui s'écrit souvent sous la forme A plus JB, si vous l'utilisez en mode cartésien. Voire éventuellement, si vous n'êtes pas réellement à l'aise, puisqu'on parlait du vecteur de Fresnel, c'est quelque chose que vous pouvez écrire sous la forme ρ exponentielle jθ. Alors l'unité de l'impédance, c'est le ohm. Et donc si vous prenez la partie réelle de votre impédance, vous allez avoir ce que l'on appelle la résistance, c'est l'unité le ohm. Et si vous prenez la partie imaginaire de votre impédance, c'est ce que l'on nomme la réactance. Alors il s'avère que dans les domaines de l'électricité, on a souvent des éléments qui sont en parallèle les uns aux autres. Pourquoi? Parce qu'effectivement notre réseau électrique, c'est principalement un réseau en tension. On impose une tension à un circuit et effectivement on positionne nos différents éléments de manière à ce que ceux-ci soient alimentés avec la tension qui a été définie par le réseau. Alors très souvent, effectivement, au lieu d'utiliser l'impédance, lorsqu'on a plusieurs éléments en parallèle, on utilise plutôt la terminologie d'admittance. Alors l'admittance n'est ni plus ni moins que l'inverse de l'impédance. Vous avez ici une petite écriture sous la forme là aussi cartésienne A plus JB. Alors l'unité de l'admittance, c'est l'inverse des ohms, c'est-à-dire c'est ce que l'on nomme le Siemens. Et à l'identique de ce que l'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire que la partie réelle de l'impédance, c'est la résistance, et la partie réelle de votre admittance, c'est ce que l'on nomme la conductance, donc la capacité à un élément de votre circuit de pouvoir laisser passer le courant. Et le deuxième élément qu'on avait, donc l'inverse de la réactance au niveau de l'impédance,
Pour l'admittance, c'est ce que l'on nomme la susceptance, donc la partie imaginaire de votre admittance. Donc là, je vous redonne les différentes relations liant le courant et la tension pour les trois composants que l'on retrouve classiquement dans le domaine de l'électricité, à savoir la résistance, l'inductance et la capacité. Donc vous avez les relations temporelles pour la résistance U égale RI, U égale LDI sur DT pour l'inductance et I de C est égal CDU sur DT pour la capacité. Et ensuite les représentations de cette formulation dans le domaine fréquentiel, donc soit dans l'espace de Fourier, soit dans l'espace causal de Laplace. Donc en U égale RI, bon, ça ne change pas grand chose pour la résistance, ou alors U égale JL de oméga ou JL de oméga I ou LP de I. Et dans le cas de la capacité, 1 sur JC de oméga, où U est égal à ICP. Alors, lorsqu'on parle effectivement de diagramme de Fresnel, on peut envisager de commencer donc par les bases qui sont la représentation de ce diagramme de Fresnel sur les trois composants classiques que l'on vient de voir, à savoir la résistance, l'inductance et la capacité. Donc dans le cas de la résistance, si on vous demande de tracer le diagramme de Fresnel d'une résistance, c'est assez simple, hein. Vous regardez l'expression mathématique qui lie le courant et la tension dans votre système. On va représenter sur l'axe des abscisses l'élément dit de référence pour tracer notre courbe. Et ensuite, on va tracer le deuxième élément par la relation U égale RI dans nos systèmes. Donc, lorsque j'ai une expression qui s'exprime U égale RI, la plupart du temps, l'élément de référence que l'on choisit à l'intérieur de notre système, c'est le courant. Donc, on va considérer dans un premier temps que le courant est purement réel. Et on va essayer de tracer la grandeur tension à partir de cet élément. Donc, là, je vous ai tracé l'expression du courant. Si je multiplie la résistance, si je multiplie à mon courant l'expression de la résistance étant un élément réel, une fonction de courant réel fois une constante R réelle, ça signifie que, a priori, sauf erreur de ma part, la tension que je vais obtenir aux bornes de ma résistance, c'est une grandeur qui elle aussi est sur l'axe des réels dans mon diagramme de Fresnel. Et effectivement, cela signifie qu'à ce moment-là, comme je vous disais, un des intérêts de la représentation de Fresnel, c'est aussi de connaître le déphasage qu'il existe entre deux grandeurs. Là, on voit sans le moindre problème que le déphasage entre les deux grandeurs qui sont proposées est à peu près égal à 0. Alors, on peut faire la même chose pour l'inductance et la capacité. Alors dans le cas de l'inductance, pareil, je vais choisir un élément de référence et exprimer mon deuxième élément dans mon circuit à partir de cet élément de référence. À l'identique de la résistance, je vais considérer que mon élément de référence pour mon tracé de courbe, c'est le courant. Et je vais donc tracer ma tension en fonction de cette information-là. Donc, si mon courant est réel, que je le multiplie par L et oméga qui sont deux éléments réels, la valeur de l'inductance et la pulsation de mon circuit, je vais me retrouver avec une grandeur qui est réelle. Et lorsque je vais multiplier cette grandeur-là par le terme complexe pur J, cela signifie donc qu'à l'intérieur de mon système, je vais donc avoir une tension qui va être imaginaire pure à l'intérieur de mon circuit. Le courant, si je le considère comme positif, la pulsation et la bobine étant elles aussi positives, cela donc signifie que la valeur de la tension que je vais avoir va se retrouver sur l'axe des imaginaires, mais c'est sur la partie positive de l'axe des imaginaires. Et comme vous le connaissez, on s'aperçoit et on retrouve très facilement ici que le déphasage entre le courant et la tension est égal à pi sur 2, c'est-à-dire que la tension est en avance de phase d'un angle de pi sur 2 par rapport au courant. Donc on peut faire la même chose, comme je vous le disais aussi, là aussi sur la capacité. On choisit notre élément de référence, toujours mon courant. Je le multiplie, mon courant, ou tout du moins je le divise par la pulsation, je le divise par la valeur de la capacité. Donc si mon courant est réel, ça signifie qu'a priori
I que divise C et que divise oméga est lui aussi réel. Si mon courant I est positif, ma capacité I est positive et mon pulsation I est positive, ce qui semble être le cas naturellement, ben, ça signifie que ben, cette division est elle aussi positive. Par contre, je divise le tout par un complexe J, ce qui signifie que si je dois le tracer, si je dois tracer ma grandeur U, je vais effectivement avoir ma grandeur U sur la partie négative. Pour quelle raison? Puisqu'effectivement, lorsque je vais multiplier en haut et en bas de mon expression par la valeur J, je vais me retrouver avec un J carré au dénominateur, ce qui va me faire apparaître un signe moins, et ce qui signifie que si le courant est positif, la tension va bien être imaginaire, mais cette fois-ci sur la partie négative de mon système. Et là, on retrouve une formulation que vous connaissez tous, c'est-à-dire qu'il existe un déphasage de pi sur 2 entre le courant et la tension, c'est-à-dire que la tension est en retard de moins pi sur 2 par rapport au courant. Alors après, on peut complexifier effectivement le système, hein, c'est-à-dire qu'on peut mettre des éléments en série, on peut mettre des éléments en parallèle, donc on va voir les deux structurations. Est-ce que là, la question est comment tracer la grandeur grand U à partir de... pour un circuit RLC, on va appliquer une méthode très très simple, choisir un élément de référence. A priori, l'élément de référence, ou tout du moins l'élément que je vais considérer comme commun sur l'ensemble de mes trois éléments en série, c'est le courant. Hein, puisque si on considère qu'on a une maille et que à l'intérieur de cette maille, on a notre résistance, notre bobine et notre condensateur, l'élément commun à l'ensemble des trois éléments, c'est le courant. Donc c'est là aussi une nouvelle fois le courant que je vais considérer comme mon élément de référence. Et je vais tracer les différentes grandeurs UR, UL et UC à partir de cet élément de référence grand I. Donc pour cela, je vais reprendre ce qu'on vient de voir sur la diapositive précédente. Donc point numéro 1, je trace l'amplitude ou la tension pour ma résistance. La voilà apparaître. Ensuite, le deuxième élément que j'ai, c'est la tension au bord de ma bobine. La voilà qui vient d'apparaître. Et le troisième élément de mon circuit, c'est la grandeur au niveau de la capacité. Donc ce qui signifie que si j'applique la règle de la maille que j'ai ici, c'est-à-dire que la grandeur grand U, c'est la somme de UR plus UL plus UC. Et la voilà apparaître à l'intérieur de mon circuit. Et donc je peux à ce moment-là sortir et donner la valeur du déphasage entre le courant et la tension. Donc attention aussi sur la représentation qui vient de vous être donnée là. Je suis parti du postulat assez simple que la grandeur de la tension correspondant à la bobine est supérieure à la grandeur de la tension correspondant au condensateur. On pourrait éventuellement avoir l'inverse, ce qui signifie qu'à ce moment-là, ma grandeur U n'est pas sur la partie négative comme représenté ici, mais peut-être sur la partie positive, c'est la partie supérieure de mon circuit. Alors on peut faire aussi la même chose sur des éléments positionnés en parallèle. Donc c'est une représentation qui est quand même beaucoup plus proche de la réalité telle qu'elle est actuellement, hein, puisque, je vous le rappelle, votre réseau électrique, c'est une tension qui est imposée à l'ensemble des éléments de votre circuit. Et donc l'ensemble des éléments de votre circuit se voit imposer une grandeur, à savoir la tension, pour pouvoir fonctionner dans tous les cas. Donc si je reprends mon circuit donné ici, ça signifie que j'impose ma tension grand U à ma résistance, à ma bobine et à mon condensateur. Et je vais donc tracer le diagramme de Fresnel entre le courant et la tension pour l'ensemble de ce circuit. Alors si on observe attentivement la structure, mon courant, a priori, il devrait se répartir et se distribuer entre les trois différents éléments, la résistance, la bobine et le condensateur. Comme je vous le disais, si je recherche la grandeur commune sur l'ensemble de mes éléments, l'élément commun cette fois-ci, ce n'est plus le courant, mais c'est la tension. Je vais donc exprimer, comme vous les avez vus apparaître, l'ensemble de mes grandeurs IR, IL et IC en fonction de mon élément commun. C'est tout ce que je retrouve ici. Et je peux donc, maintenant que j'ai exprimé mes différentes grandeurs, tracer donc mon élément de référence, puis ensuite tracer le courant dans la résistance, le courant dans le condensateur et le courant dans la bobine. Et je vais donc pouvoir recalculer, faire la grandeur, obtenir la grandeur grand I à l'intérieur de mon circuit tel que vous l'avez là. Et à l'identique de tout à l'heure, je vais donc avoir, et je vais donc pouvoir évaluer
le déphasage qu'il va y avoir entre le courant et ma tension. Et comme je vous le disais, on va pas, contrairement à tout à l'heure, on n'utilisera pas les calculs avec les impédances, mais cette fois-ci, comme vous l'avez sur le côté gauche, les calculs avec les admittances à l'intérieur de mon circuit. Voilà, cette petite vidéo est officiellement terminée. Vous savez maintenant tout sur la représentation des différents diagrammes de Fresnel et savoir comment vous pouvez les tracer et quelle méthodologie vous devez employer pour pouvoir tracer un diagramme de Fresnel pour un élément seul ou un ensemble d'éléments qui est positionné en série, en parallèle ou éventuellement, pourquoi pas, en série et en parallèle. Voilà, travaillez bien!